Les États-Unis et l'Iran vont-ils entrer en guerre? Y a-t-il un risque d'affrontement direct? Avec nous pour en parler, Bertrand Badi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes spécialiste des États-Unis et des relations internationales. Avec nous également l'un des observateurs les plus avisés de l'Iran, Thierry Coville. Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes chercheur à l'IRIST, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et puis notre éditorialiste Slimane Zeguidour qui est également avec nous. Merci d'être là, Slimane. On va commencer avec vous, Thierry Coville. Est-ce que la guerre peut arriver sur une échelle de 1 à 10. À combien estimez-vous le danger? Je veux bien répondre, mais si vous voulez, je pense qu'il faut bien comprendre déjà ce qui se passe en Iran. Donc, il faut écouter ce que disent les dirigeants iraniens. Khamenei a déclaré plusieurs fois ils ne veulent pas la guerre avec les États-Unis. Et ils savent très bien, ils sont tout à fait rationnels, qu'ils n'ont aucune chance s'il y a un conflit ouvert avec les États-Unis. Ce sera catastrophique pour eux. Par contre, je pense qu'il y a une surprise et un choc même émotionnel face suite à la mort de Soleimani. Donc il y a tout de suite la réponse, c'est il faut se venger. Et je pense qu'ils sont en train de réfléchir à ça. Ces deux options. Un, il faut qu'ils se vengent. Je pense qu'il en va de la crédibilité même de la République islamique d'Iran, parce que Soleimani, je crois que c'est la première fois qu'un haut dirigeant de la République islamique d'Iran est sciemment, on va dire, explicitement assassiné par leur grand ennemi, les États-Unis. Mais au-delà de la question du nucléaire, quelle marge de manœuvre peut avoir le régime iranien? Alors, je pense que par contre, si vous voulez, par contre, ce qui est très clair, je les deux conséquences immédiates, je pense que c'est important, c'est fini, il n'y aura pas de négociation avec les États-Unis, on y pensait, il y avait ces efforts de médiation de Macron. Sous Donald Trump, en tout cas. Sous Donald Trump, et je me disais même, connaissant les Iraniens, mais imaginons que si Donald Trump se dit, bon, je suis réélu, puis ensuite ce sera plus facile, connaissant les Iraniens, là, ça va être compliqué. Je vois mal Khamenei accepter de discuter avec Donald Trump. Deuxième élément, il faut s'attendre à un Iran plus dur. Donc il y a une discussion en Iran sur les modérés disent attention, il ne faut pas tomber dans la guerre, c'est un piège. Les durs disent non, il faut répondre militairement. Donc, mais par contre, on peut s'attendre. D'ailleurs, ils ont dit, c'était intéressant, ils l'ont fait exprès. Ils ont dit, on avait prévu une réponse, vous savez, une nouvelle sortie de l'accord sur le nucléaire, mais suite à l'assassinat de Soleimani, on a changé notre stratégie. Donc, ce qui veut bien dire que l'Iran veut montrer que maintenant, ils ont augmenté le degré de leur fermeté dans tous les domaines. Bertrand Badi, quand on écoute Thierry Coville, on se dit qu'il y a un côté paradoxal. L'Iran n'ira pas à un affrontement direct parce que militairement, elle n'a pas la même force que les États-Unis. Mais dans le même temps, Donald Trump dit qu'il ne veut pas de changement de régime en Iran. À quoi jouent les deux pays ? Alors, côté iranien, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Thierry Coville. Je crois qu'effectivement, stratégiquement, l'Iran n'a aucun intérêt à donner un coup de pied dans la fourmilière moyen-orientale. Et je dirais même que, alors qu'elle avait pu donner des signes de faiblesse, notamment du fait de la pression des grandes manifestations à Beyrouth et à Bagdad, et dans le sud de l'Irak, qui étaient quand même anti-iranienne et qui semblait remettre en cause la politique régionale de l'Iran, ce qui vient de se passer vient en quelque sorte contenir cette masse de protestations et créer un courant de sympathie et en tous les cas de solidarité avec l'Iran. Donc pourquoi bouger alors qu'on est à nouveau en Iran sur une pente politico-diplomatique plutôt favorable? Seulement voilà, il y a l'aspect symbolique, et l'aspect symbolique, c'est effectivement un besoin de vengeance qui correspond à quelque chose de très profond dans la culture iranienne. En même temps, la martyrologie chiite et aussi la grande tradition littéraire iranienne du Shahnameh, la grande épopée où finalement toute l'histoire de la Perse se résume à... Justement, Slimane, je me tourne vers vous. On voit aujourd'hui que le général Soleimani est érigé en martyr après ce bombardement. Quelle est la symbolique dans la religion musulmane chiite du culte du martyr ? Alors, le mot shahid en arabe signifie la même chose que le mot martyr en latin, c'est-à-dire un témoin. Et donc, dans la doctrine chiite, le point de départ, c'est l'assassinat de Hussein, le petit-fils de Mahomet, par le sultan de Damas. Et cette mort... Il a été supplicié, sa tête a été coupée, envoyée à Damas. Les chiites ont élaboré toute une martyrologie autour de ce supplice. Ils en ont fait une passion presque à l'égal de la passion du Christ. Il y a même des pièces de théâtre où on rejoue la scène chaque année. Donc il y a cette tradition du martyr qui est développée chez les chiites. Maintenant, qu'elle soit projetée sur la figure de Soleimani, qui n'était pas un saint. On voit qu'après sa mort, il a été d'une certaine manière
hypostasié, sanctifié. Mais dans sa vie, c'était d'abord un soldat, évidemment, qui se battait pour l'islam, pour la République islamique. Et dans l'imagerie populaire, pour revenir au martyr chez les chiites, dans l'imagerie populaire iranienne, quand on va en Iran, il y a plein d'images pieuses où on voit Hussein supplicié et sa mère Fatima en véritable madone éplorée, exactement comme par exemple la Madone de Michel-Ange tenant le Christ supplicié et mort dans ses bras. Thierry Coville, à qui la faute? Qui est responsable de la situation d'aujourd'hui? On sait que ces deux pays ne s'aiment pas, disons-le, depuis la révolution islamique de 1979. Est-ce que c'est le retrait américain de manière unilatérale qui a mis le feu aux poudres? Est-ce que c'est l'attaque de l'ambassade américaine? Est-ce que ce sont ces 25 miliciens chiites tués en Irak par les États-Unis? Pour y voir clair, qui est responsable de cela? Je ne vais pas répéter ce qu'a dit le guide Ali Khamenei, mais l'antagonisme Iran-États-Unis ne date pas de 1979, il date de 1953. Le coup d'État mené par... Non, mais je veux dire, c'est quand même l'histoire, c'est ça. Cet antagonisme, il vient de là. Avant, les Iraniens et les dirigeants iraniens avaient une bonne opinion des États-Unis. Suite à ce coup d'État, donc, qui a bouté Mossadegh hors du pouvoir et mis en place une dictature quand même qu'ils ont supportée pendant le Shah d'Iran pendant des dizaines d'années, une sorte d'explosion de face à la domination américaine, c'est la révolution. Mais je pense que la situation actuelle, moi je suis pas là pour donner de bons et de mauvais points. On voit la dynamique dans laquelle a engagé les États-Unis, l'Iran et quelque part, malheureusement, les Européens et le Moyen-Orient, Donald Trump en sortant de l'accord en mai 2018. Pourquoi il est sorti de cet accord? Enfin, l'Iran le respectait, les durs avaient validé cet accord. Les Iraniens, moi je suis allé plusieurs fois en Iran, ils disaient, bon, l'affaire du nucléaire, quelque part, tout le monde a gagné, c'est derrière nous, on passe à autre chose. Je veux dire, il a remis les deux pays sur une confrontation qui n'était pas nécessaire. Bertrand Badi, la presse américaine dit que Donald Trump a agi seul. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Alors, d'abord, il faut voir qu'il y a une contradiction fondamentale dans la politique étrangère de Donald Trump. Et c'est cette contradiction qui amène un certain nombre de dérapages dont celui-ci est particulièrement conséquent. Trump, c'est en même temps le désengagement, c'est-à-dire il faut maintenant penser à nos intérêts nationaux et cesser d'être le gendarme du monde, mais c'est aussi de dire « America great again », c'est-à-dire il faut montrer nos muscles, il faut montrer qu'on est les plus forts. Comment peut-on en même temps promouvoir une politique de désengagement et une politique étrangère de musculation? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce qui explique ces deux extrêmes qui se combinent dans le cerveau du président? C'est des attentes électorales, c'est-à-dire l'électorat américain, c'est ça. C'est-à-dire on est les plus forts, on est quand même la grande nation élue, mais... il a tweeté un drapeau américain d'ailleurs après le bombardement. Voilà. Mais en même temps, nous n'avons pas à prendre en charge tous les malheurs du monde parce que ça nous coûte trop cher en termes économiques, financiers et en termes humains. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, Bertrand Badi, expliquez-nous en quoi l'Iran menace les intérêts des États-Unis. On a vu tout à l'heure une carte, c'est plutôt l'Iran, de manière objective, qui pourrait se sentir menacé avec toutes ces bases autour. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de base iranienne aux frontières des États-Unis. Pourquoi est-ce que ça fait partie du plan de remodelage du Moyen-Orient? Expliquez-nous pourquoi c'est la bête noire, et ça date depuis 1953, on a compris, mais aujourd'hui, pourquoi l'Iran menace à ce point les États-Unis? Parce que la politique étrangère américaine ne repose pas seulement sur une rationalisation de l'intérêt national. D'ailleurs, du côté européen, même si les choses se sont atténuées, il en allait de même, c'est-à-dire cette idée que l'on a une responsabilité mondiale. Au centre de toute cette aventure occidentale, d'une façon générale, américaine en particulier, il y a l'idée de responsabilité universelle, il y a l'idée que dans le monde tel qu'il est, ce que la littérature scientifique américaine appelle le benign leader, c'est-à-dire le leader bienveillant, est là pour veiller à la stabilité globale. Ce qui continue à être un paramètre essentiel. Quand George W. Bush parlait du Greater Middle East et du regime change dans le Greater Middle East, c'était exactement la même idée. Celle-ci n'est pas éteinte. Ce qui est intéressant, c'est que Barack Obama avait commencé à éteindre cette idée. Et si on est arrivé à l'accord du 14 juillet 2015, c'est parce que Barack Obama avait essayé de trouver un équilibre qui ne reposait pas sur cette ambiguïté, c'est-à-dire nous allons déterminer quelle est la bonne stabilité du monde. C'était un équilibre fragile, mais comme vient de le dire Thierry Coville, c'était le seul équilibre possible dans la région. À partir du moment où on réintroduit ce paramètre universaliste, effectivement, il n'y a plus d'équilibre possible, et voilà comment on en est arrivé à cette situation. Thierry Coville,
il se dit qu'il y a deux axes qui s'affrontent. D'un côté, États-Unis, Arabie Saoudite, Israël. De l'autre côté, justement, l'Iran, notamment avec son allié, la Russie. Est-ce que les États-Unis veulent mettre à mal et mettre à bas l'une des grandes puissances régionales, à savoir l'Iran, qui est rival de l'Arabie Saoudite? Bon, effectivement, tout le discours de Donald Trump est assez ambigu. D'ailleurs, je pense qu'un des paramètres, c'est qu'on ne comprend pas trop ce qu'il veut faire, parce que d'un côté, si vous voulez, il faut quand même rappeler tous ces va-et-vient. Il sort de l'accord, parce que c'est important, il sort de l'accord, puis il dit « je veux renégocier un meilleur accord avec l'Iran ». Bon, c'est complètement en dehors du droit international, c'est l'utilisation de la force, mais on comprend la logique. Ouais. Puis ensuite, il dit non, moi je suis prêt à discuter avec les Iraniens quand ils veulent. Un peu comme il a fait avec la Corée du Nord. Voilà, exactement. Alors, même sans précondition. Puis maintenant, avec ça, bon, il n'y a plus de négociation possible. Donc, je pense qu'il y a chez Donald Trump, c'est assez, comment dire, c'est assez instinctif. Donc, il y a, je pense, fondamentalement, dans ses réactions vis-à-vis de l'Iran, je pense il est quand même assez malin pour saisir l'air du temps. Ouais. Je pense qu'il a bien vu que le Parti républicain aux États-Unis n'est toujours pas prêt, comme ça vient d'être dit, à normaliser ses relations avec l'Iran, parce que pour les Américains, l'Iran, c'est l'affaire des otages de 1979. Ouais. Et il y a un compte à régler, et donc Donald Trump, à mon avis, joue là-dessus, cette haine un petit presque irrationnelle, comme vous l'avez très bien dit, de l'Iran. Slimane, très court, oui, Bertrand Badi. Oui, il faut voir quelque chose de très important, c'est qu'il y a en quelque sorte un reliquat de la bipolarité et de la guerre froide, c'est-à-dire la méfiance des superpuissances, mais aujourd'hui c'est essentiellement des États-Unis, à l'encontre de l'émergence de puissances régionales. Tout le débat est là, c'est-à-dire il y a deux puissances régionales potentielles ou réelles au Moyen-Orient, c'est la Turquie et c'est l'Iran. Et la diplomatie américaine consiste à contenir cela parce que si on reconnaît les puissances régionales et si on leur concède un rôle, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour les grandes puissances. Et là où Poutine a été beaucoup plus fin, c'est qu'il a très bien compris l'enjeu et il a choisi, lui, au contraire, de s'appuyer sur les deux puissances. C'est le triangle d'Astana, Turquie, Russie, Iran, qui lui permet effectivement d'être en meilleure position. Bertrand Badi, Thierry Coville et Slimane, merci beaucoup pour ces précisions donc sur ces tensions grandissantes entre les États-Unis et l'Iran.